Et c'est Marc Schex, un ancien journaliste de l'agence France Presse et de Nice Matin, qui nous sert de guide. Marc s'est toujours intéressé à l'histoire de sa ville, pour transmettre l'amour de ses racines et l'intérêt de son riche patrimoine aux jeunes générations. Vence est une cité historique aux remparts érigés au XIIIe siècle. Sa cathédrale et ses nombreuses chapelles sont les vestiges des bâtisseurs de l'art sacré. Une fois à Vence, il faut se perdre dans le lacis de ruelles pavées, franchir des passages sous voûte, rafraîchissants. Vence associe la noblesse d'une charmante cité historique, devenue au fil du temps la cité des artistes. Henri Matisse y a même réalisé son chef-d'œuvre, une incroyable chapelle, la chapelle du Rosaire, un lieu sacré entièrement conçu et décoré par Matisse, en remerciement des soins prodigués par les sœurs dominicaines lors de son long séjour à Vence. Et c'est sœur Bernadette qui nous l'a fait visiter. Sœur Bernadette, bonjour. Bonjour monsieur. C'est Marc. Bonjour, Je suis ravi de vous voir et de découvrir la chapelle du Rosaire décorée par Matisse. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? La chapelle, elle a été construite de 1944 à 1951. Il avait déjà 80 ans. L'originalité, c'est que Matisse a aussi participé aux idées architecturales, Oui, en accord avec les architectes. Ah oui, oui. Il C'est était... vraiment son travail du début à la fin. Tout à fait. Il a suivi tout le travail. C'est une œuvre complète. Et c'est en cela qu'il était si fier d'avoir fait une chapelle. Il a souvent dit que c'était l'œuvre de sa Voilà, vie. comme un testament. Son testament spirituel. Matisse aimait beaucoup la lumière. Il a fait une chapelle très éclairée. Et les couleurs des vitraux, il a choisi 3 couleurs, le bleu, le jaune et le vert. Donc le bleu, c'est la Méditerranée, le vert, la nature. Et pour trouver ce jaune, il a mis très longtemps, il n'était jamais satisfait. Enfin, il a trouvé le jaune citron. Et le vitrail qui est en face de nous, là, qui est l'arbre de vie, il s'est inspiré du figuier de Barbarie, qui est une plante méditerranéenne. Marc, comme chaque visiteur qui pénètre dans ce lieu, est particulièrement séduit par les jeux de lumière de la chapelle. Une lumière qui évolue toute la journée en fonction de l'inclinaison du soleil. Le noir et blanc des œuvres murales sont un hommage aux 2 couleurs portées par les sœurs dominicaines, un ordre catholique fondé au Moyen-Âge par saint Dominique. Il a tenu à réaliser l'ensemble d'un seul trait. D'un seul trait, il fallait qu'il le sache par cœur. Il est dessiné avec une canne à pêche, disons, et au bout, il avait fixé un pinceau. Alors ici, vous avez le tableau de la Vierge, les 2 têtes qui se tiennent, c'est le même trait. Ça, c'est quelque chose qui montre chez Matisse la tendresse entre la mère et l'enfant. 3e tableau, le chemin de croix. On n'est pas habitué dans les cathédrales, dans les églises, à avoir un chemin de croix comme ça. Il a fait un tableau, et un tableau qui est un drame, c'est le drame de l'humanité. Et tout est centré sur la croix qui est au milieu. Il a mis des numéros pour retrouver les stations. Et pour faire ce chemin de croix, il a fait énormément de dessins pour arriver uniquement à des traits, que des traits, c'est-à-dire l'essentiel. Depuis l'été 2016, la chapelle se visite toute l'année, 5 jours sur 7. Alors si vous aussi, vous êtes passionné par l'œuvre de Matisse, n'hésitez pas à franchir les portes de la chapelle du Rosaire. La prochaine étape de ce voyage nous emmène à Biote, un petit village célèbre pour ses artistes souffleurs de verre. Et c'est d'ailleurs dans l'atelier de l'un d'entre eux que Marc nous emmène. Né à Antibes il y a 36 ans, Antoine Pierini s'est initié à cette discipline dès son plus jeune âge, accompagné pour cela par son père, lui-même souffleur. Pour la première fois de sa vie, Marc va être initié aux techniques contemporaines du soufflage de verre. Oh, bonjour. Bonjour, ça va? Ouais. Ça va, Marc? Là, on va attaquer un petit bambou. C'est un élément d'une installation
monumental. Mais avant de souffler, il faut chauffer à très haute température la silice, la matière première qui deviendra plus tard le verre que nous connaissons tous. Mais attention de ne pas se brûler. Alors, à ce stade-là, on est à quelle température? Voilà, on est entre 1300 et 1400 degrés dans le four de réchauffage qui est là. On sent bien d'ailleurs. En fait, ça sert à ramollir le verre, de façon à ce qu'on puisse le travailler. Une fois la boule de verre en fusion sortie du four, Antoine peut commencer lentement et méticuleusement à la polir. Là, je redonne la forme arrondie et régulière au verre avec une petite maillotche. Et là, on est sur des outils qui sont les mêmes depuis des siècles. Ah oui, ça n'a pas trop bougé. Le soufflage peut maintenant débuter, mais pour cette étape, de l'aide est parfois nécessaire. Voilà, là, c'est l'étape où il faut être deux. Ouais. Un qui souffle et un qui donne la forme. Vas-y, Jay, doucement. Donc, si tu veux, Marc, après, tu peux essayer de souffler. Allez. Alors, je vais faire comme Jérôme. Ouais. Et là, faut pas se tromper. Et non, aspire pas, hein, souffle. Vas-y. C'est bon. Bah, Jay, tu peux y aller, hein. C'est bon, il y a Marc hein, maintenant. Oui, mais bon, il ne faudrait pas ça toute la journée quand même. Hein. Pour teinter sa bulle de verre, Antoine y saupoudre une couche de fines particules de verre colorées en jaune. Et ensuite, quand la pièce sera terminée à chaud, on va faire un travail de gravure sur le verre pour retrouver la couleur qui était à l'intérieur. Antoine répète plusieurs fois les mêmes gestes, le même protocole. Le verre bullé de biote demande du temps, beaucoup de temps, et un savoir-faire unique au monde. Et pour donner la forme finale, Antoine se sert d'un chalumeau. Voilà, la pièce est terminée, on va la mettre dans un four de recuisson. On va la laisser 2 jours, on va descendre tout doucement la température. Ça évite qu'il y ait des chocs thermiques et que le verre se casse. Donc voilà, Marc, ce que ça donne une fois fini. Ah ouais, donc après 2 jours de recuisson, la pièce sur laquelle tu as travaillé va ressembler à un de ces éléments-là. Voilà, un élément comme celui-là. Et là, on est sur... là, tout ce travail-là, ça représente à peu près 1 mois de travail. Mais avant de se quitter, Antoine a réservé une surprise à Marc. Son meilleur ami, le chef cuisinier étoilé Michael Fulci, a rejoint son atelier pour réaliser une véritable animation visuelle, le glass cooking, de la cuisson sur verre. Pendant qu'Antoine souffle une cloche de verre, Michael prépare en même temps sa recette qu'il va cuire en dessous. C'est la cuisson à l'étouffée en quelque sorte. C'est un peu une cuisson ouais, à l'étouffée, mais... Beaucoup plus rapide. Ah ouais, vraiment. Instantané quasiment. Hein. Sous la cloche à peine finie d'être soufflée, 1200 degrés Celsius. Cuise le bœuf en seulement quelques secondes. Au bœuf prêt à être dégusté, Michael y associe des huîtres chaudes. Elles aussi vont être cuisinées grâce à cette mini coulée de lave de verre. Ce type de cuisson relève de la performance. Michael Fulci ne la propose pas pour son restaurant. Il n'empêche, la fin est toujours la même, la dégustation. Ah, délicieux. Un régal. La dernière étape de notre voyage en pays de Vence nous emmène à Saint-Paul-de-Vence. Perché sur une colline dominant la campagne et la mer, Saint-Paul-de-Vence est un village qui se visite en toute saison. À travers ses ruelles, son donjon et sa chapelle décorée par Folon, Saint-Paul-de-Vence invite à la flânerie. Sa place du jeu de boules est l'une des plus célèbres aires de jeu de pétanque au monde. Juste à côté de la place du jeu de boules, l'hôtel-restaurant La Colombe d'Or. Cet établissement, célèbre dans le monde entier, est devenu mythique grâce à ses illustres visiteurs. Marc va ainsi profiter d'une visite guidée exclusive avec le propriétaire des lieux, François Roux. Marc, Adieu François. comment vas-tu? Ça va. Écoute, on est à Saint-Paul-de-Vence. Qui dit Saint-Paul-de-Vence dit Colombe d'Or. C'est une maison qui a été créée par mes grands-parents juste après la guerre de 14, qui l'ont agrandie petit à petit. Puis quand mon grand-père a disparu en 50, c'est mon père qui a pris la suite avec ma maman. Et autour du lieu de prestige de la Colombe d'Or, il y a évidemment
une histoire avec les artistes qui avait commencé Voilà. du temps de ton grand-père Voilà, et la c'était création mon de l'école grand-père. de peinture. C'était mon grand-père qui avait une relation privilégiée avec des artistes et petit à petit ça s'est fait comme ça. Il a acheté des œuvres, il a échangé des œuvres, il s'est fait donner. La collection a commencé comme ça et on va aller peut-être la voir dedans. Allez, on y va. L'hospitalité et l'immense curiosité des grands-parents de François envers les artistes les poussent à toujours en accueillir davantage. Après leur passage, les murs de ce lieu se remplissent de toiles parfois échangées contre quelques nuits ou quelques repas. Au fil du temps, la Colombe d'Or est toujours restée ce lieu unique de rencontre entre artistes. Voilà, là, Marc, là, on a une très très belle œuvre d'Armand. Ah oui. Qui a une petite histoire marrante. Mon père était très copain avec Armand et César. Et Armand disait toujours, vous avez de très beaux Césars, mais vous n'avez pas une très belle chose à moi. Alors, Armand, il rachetait les belles œuvres qu'il avait fait quand il était plus jeune ou qui se trouvaient dans des ventes un peu partout en Europe. Et un jour, il vient et nous dit, voilà, je viens de racheter ça à Londres. Écoutez, donnez-moi tout ce que vous avez et moi, je vous fais cadeau de ça. Et depuis, on a un Armand qui est magnifique et qui est tout à fait représentatif de ce qu'il faisait de plus beau, quoi. Ouais, on a l'impression d'avoir tout Armand dans cette œuvre. Ah ouais, elle est magnifique. Là, tu vois, Marc, on a une des œuvres, sans doute l'œuvre majeure de la collection, qui est un tableau de Picasso qui a aussi une histoire. Mon grand-père avait une très bonne relation avec Picasso, et qui venait souvent ici, il s'aimait bien, et mon grand-père avait toujours rêvé d'avoir un Picasso, et un jour Picasso lui a dit, viens dans l'atelier, on voit ce qu'on peut faire. Mon grand-père devait aller dans l'atelier de Picasso, il s'était mis d'accord, et mon grand-père est mort. Et Picasso est venu voir ma grand-mère et mon père en leur disant « Venez quand même à l'atelier ». Il leur a fait choisir un tableau, ils ont choisi un tableau et il ne leur a jamais demandé aucun paiement pour ça. C'est un cadeau. Un cadeau à mon grand-père qui n'était plus là. Voilà. Et c'est une belle histoire. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Dans les années 50, les peintres ou les sculpteurs ont été rejoints par des poètes comme Jacques Prévert ou des artistes de music hall ou de cinéma. Cette collection unique au monde, d'une richesse incomparable, tient à la fois de la qualité des œuvres exposées qu'à l'histoire de ce lieu situé à l'entrée de Saint-Paul-de-Vence.